Voilà, moi je m'appelle Alexandre Bonlaron, je suis doctorant avec Jean-Charles Régin à l'université Nice-Côte d'Azur. Et donc aujourd'hui je vais vous parler de comment on peut fusionner de l'intuition avec du raisonnement pour faire de la génération de texte sous contrainte. Et en particulier, je vais avoir un focus dans cette présentation sur une approche qui s'appelle GenCP et que j'ai réalisé avec Florent Régin et Elisabetta De Maria. Et c'est un article qui a été publié à ACP 2024. Alors, avant de sauter directement dans le sujet, je voulais vous faire une remarque introductive en parlant un petit peu j'allais dire, des grands thèmes qu'on peut trouver dans les conférences d'intelligence artificielle, les thèmes des sessions, je veux dire. Et quand on regarde un petit peu les thèmes des sessions et que, je sais pas, par exemple, on prend vision par ordinateur, eh bien, on va sentir qu'il y a il y a un certain type de technique qui va dominer dans ces sessions-là, et on pourrait penser à des techniques un peu statistiques. Et si au hasard, je prends par exemple optimisation et satisfaction de contraintes, on va penser peut-être au fait à des techniques un peu plus symboliques. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Si je fais un énorme raccourci, quand je parle d'approche dirigée par les statistiques, on va parler de réseaux de neurones. Et si je vous parle d'approche qui est dirigée un peu par le symbolique, on peut penser à des graphes et de la logique. Alors, évidemment, il y a un point commun entre ces approches-là. On pourrait toujours dire, la connaissance joue un rôle important, parce que d'un côté, on a des données d'entraînement qui sont mangées par ces modèles, et de l'autre côté, on a des personnes qui font de la modélisation avec des règles plus structurées dans des graphes ou des expressions logiques. Mais quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose sur la manière dont on peut combiner finalement ces deux approches-là. Et une manière un petit peu de voir une combinaison possible, c'est de s'intéresser à des travaux qui sont faits en psychologie cognitive et en particulier un livre assez connu en économie qui a été écrit par Daniel Kahneman, qui a reçu le prix Nobel d'économie, pour justement ces travaux où il a parlé en fait un petit peu de psychologie cognitive, donc plutôt dans la manière dont les humains ont tendance à réfléchir, mais dans des contextes socio-économiques. Et dans ce livre-là, ou en tout cas dans les premiers chapitres, il va présenter, on va dire, une hypothèse selon laquelle il y a deux grandes manières de réfléchir chez les êtres humains. Et ces deux grandes manières, il les appelle les systèmes. C'est pour ça qu'en version française, ce livre, il s'appelle Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée. Et quels sont ces deux systèmes? Alors, le premier système, il est dit rapide, intuitif et prédictif. C'est si jamais je vous dis 2 plus 2, il y a 4 qui naît un peu dans votre esprit sans que vous ayez un grand effort conscient à faire. Et c'est le système 1 qui a été, on va dire, consulté à ce moment-là. Et si par contre, cette fois, je vous dis 72 ou 73, et bien là, vous vous dites, ah, une multiplication, il faut que je la pose, il faut que je fasse la retenue, et ensuite vous me répondez. Et ça, c'est le système 2, qui est plutôt lent, réfléchi et assertif, en opposition au premier qui serait plutôt prédictif. Et donc voilà, tout l'objet de ce talk, c'est de prendre deux référents un petit peu en intelligence artificielle. Ici, pour les approches statistiques, je vais parler des large language models, des modèles de langue à grande échelle, pour représenter un petit peu ce système 1 qui est plutôt prédictif. Et pour finalement le système 2, là, on va plutôt prendre la programmation par contrainte pour justement le raisonnement qu'elle apporte et les garanties surtout quand elle trouve une solution. Alors, on va pas le faire en toute généralité, on va le faire pour une application bien particulière qui est la génération de texte sous contrainte. Alors, pour vous donner tout de suite un petit peu l'intuition qui est derrière ce travail, comment on va un peu combiner les deux, parce qu'il y aurait plein de manières de le faire d'une certaine manière, c'est de se dire tout d'abord qu'on ne va pas faire de la CP classique, on va faire une petite variante de la CP, simplement parce qu'elle va nous autoriser une petite flexibilité. Et laquelle? Eh ben, cette flexibilité, ça va être de pouvoir dire que ce n'est pas le modélisateur qui va définir les domaines de notre CSP en programmation par contrainte, mais c'est le LLM qui va avoir cette responsabilité-là. C'est le LLM qui va générer dynamiquement nos domaines. Et ensuite, on va pouvoir de nouveau faire de la programmation par contrainte classique. Donc voici l'idée générale. Donc, pour revenir sur la génération de texte sous contrainte, quel est le problème qu'on considère exactement? Alors, ce problème, on peut le formuler de la manière suivante. On veut générer un passage de texte, donc ça peut être une phrase, un paragraphe ou quelque chose de plus long, qui va respecter un ensemble de propriétés. Et ces propriétés, ces règles sur sur le texte, on peut le voir comme des contraintes en programmation par contrainte.
Et donc, ces contraintes, elles peuvent être de plein de types. Mais évidemment, là, je vais vous présenter des contraintes qu'on aime bien en programmation par contrainte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des contraintes sur le nombre de mots, sur le nombre de caractères, sur le fait que, par exemple, un mot, un caractère appartiennent ou pas à une production de texte. Alors, c'est un problème qui date pas du tout d'hier. Cependant, il est quand même d'une actualité assez brûlante, je dirais, dans le sens où, avec la vague de tous les agents conversationnels qui sont arrivés, et le fait qu'on veut les mettre, on va dire, dans de plus en plus de scénarios et j'allais dire, d'endroits de la vie, eh bien, on se demande de plus en plus comment on peut faire pour les contrôler. Mais ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que dans des scénarios dits libres, c'est quand même des modèles qui fonctionnent très très bien. Je pense que n'importe qui ici a déjà eu l'occasion de les utiliser. Et quand on les utilise pour faire, on va dire, de la réécriture, on sent bien que ces modèles, ils ont réussi à capturer une information, j'allais dire, sémantique, une information qui est liée à l'intelligibilité du propos, qui est quand même importante. Et l'exemple que je vous donne ici, je trouve qu'il est révélateur. Bon, il y a deux phrases extrêmement verbeuses pour dire, en fait, tais-toi, shut up. Et en fait, quand on lui demande de résumer ces deux phrases, il nous répond dans un anglais très poli, son be quiet. Donc il a vraiment réussi, d'une certaine manière, à capturer cette information-là. Mais par contre, là où le bas blesse, c'est si on essaye un petit peu de contrôler cette sortie. Et si cette fois je lui demande, bah tiens, crée-moi une phrase qui contient entre 100 et 110 caractères, en plus de me dire d'une certaine manière qu'il a réussi, alors qu'en fait il a échoué, il va se tromper dans le comptage des caractères. Et si on s'arrête un instant là-dessus, on pourrait se dire, bah, il y a plusieurs raisons qui pourraient expliquer, je veux dire, pourquoi ça ne fonctionne pas. Et la première raison, ça serait de se dire, est-ce que c'est raisonnable d'exprimer une contrainte en langage naturel à ces modèles-là et espérer qu'elles puissent, d'une certaine manière, la gérer, alors que c'est des modèles qui n'ont pas du tout été pensés pour ça? Mais une autre raison, c'est aussi parce que ces modèles-là n'ont pas vraiment la vision de ce que c'est un mot ou un caractère. En fait, ils fonctionnent au niveau du token, et les tokens, ils peuvent être tantôt des mots entiers, tantôt des caractères, tantôt des syllabes, tantôt des sous-parties de mots. Et donc, ces modèles-là n'ont pas vraiment la vision de ce que c'est un mot ou d'un caractère en particulier, bien qu'ils produisent des tokens à la suite. Une autre image que je trouve très révélatrice de ça, c'est pour vraiment appuyer le point, c'est si vous faites la même expérience en génération d'images. Alors là, tout de suite, je trouve qu'il y a un très bon exemple. Si vous demandez à ces modèles-là, bah, génère-moi une image qui contient une centaine d'animaux, mais pas d'éléphants, il ne peut pas s'empêcher, d'une certaine manière, de produire une image avec des éléphants. Donc je vais rester sur le texte, mais je trouve que c'est une image assez parlante dans le fait qu'on a du mal à contrôler, enfin, en tout cas, qu'il y a un vrai besoin de contrôle de ces modèles-là. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc, ce qu'on veut essayer de faire, c'est d'avoir un petit peu un cercle vertueux qui va se créer entre un apport qui peut être donné par le machine learning, et en particulier ici des modèles comme les modèles de langue, qui, eux, ont attrapé une information relative au sens, à les sémantiques, à l'intelligibilité, réussir à ce que ces modèles-là puissent donner un feedback à la programmation par contrainte, et par contre, de l'autre côté, que la programmation par contrainte soit capable, elle, de donner certains feedbacks, et ces feedbacks-là, ils vont être au niveau plutôt de la satisfaction de contrainte, donc la capacité à donner des garanties sur les solutions, à faire du raisonnement, à faire de la propagation, en fait, finalement, j'allais dire, à respecter les contraintes. Alors, dans cette présentation, je vais vous parler donc de ce que on peut faire en CP classique très rapidement pour s'attaquer à ce type de problème-là. Et ensuite, on va dire, là, je vous parlerai vraiment de GenCP et pourquoi en fait on a choisi GenCP et surtout de quel type de résultat on peut obtenir. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait en programmation par contrainte classiquement? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un CSP dans lequel on va avoir des variables, des domaines et des contraintes. Les domaines définissent les valeurs possibles pour chacune des variables et les contraintes, elles vont définir des combinaisons autorisées ou interdites pour ces valeurs-là. Donc ça va définir un peu un monde des possibles. Ce monde des possibles, il est donné à notre solver et le solver, il va avoir la tâche d'éliminer certains mondes des possibles parce qu'ils sont incohérents pour converger vers notre espace de solution. Mais quand on voit les choses comme ça pour de la génération de texte, on a assez rapidement quelques problèmes. Si, par exemple, on se dit qu'une variable représente un mot, quand on va devoir définir nos domaines, on va devoir se poser la question, mais du coup, quels sont les mots autorisés dans notre langage?
Et par exemple, si on prend le Oxford English Dictionary, bah, il y a déjà à peu près 200 000 mots qui sont définis. Donc ça fait des domaines d'une très très grande taille. Pour la petite histoire, le Wiki Dictionary, donc le dictionnaire de Wikipédia, lui recense plus d'1 million de mots en anglais. Donc ça fait vraiment des domaines de taille importante. Et une fois qu'on a trouvé la taille de nos domaines, eh bien, en fait, le problème, il n'est pas totalement résolu. Parce que la combinaison de mots aléatoires, ça fait pas du texte. Ça fait des séquences de texte, mais ces séquences d'ailleurs peuvent avoir beaucoup de chances de résoudre les contraintes, mais elles ont presque aucune chance d'être intelligibles, d'avoir du sens, ces choses-là. Alors, fort heureusement, en programmation par contrainte, on peut quand même un petit peu, j'allais dire, trouver une solution à ça. Ça va être d'utiliser par exemple la contrainte de Markov, qui avait été proposée par François Pachet et Pierre Roy. Et cette contrainte-là, elle permet de s'appuyer sur des modèles de Markov, et en fait, en traitement automatique des langues, ils appellent ça des ngrammes. C'est-à-dire, on va s'inspirer de transitions qui existent déjà, hein, donc des ngrammes, des petits bouts des sous-séquences de séquences, et on va pouvoir recombiner ces séquences entre elles. Et à partir de là, en plus d'avoir un vocabulaire, donc avoir des domaines, eh bien, on va pouvoir avoir des combinaisons admissibles ou pas admissibles. Mais je vous ai mis un exemple en 2 grammes ici, et regardez les combinaisons qui sont proposées. Dans ces combinaisons-là, je vais sortir le pointeur, on a, j'allais dire, au milieu, tout le problème de la langue française, par exemple, quand on s'intéresse juste aux combinaisons, avec l'exemple qui est mon ami est beau. Alors, normalement, en français, on devrait plutôt dire ma amie, mais en français, on n'aime pas trop dire ma amie, on va dire mon ami, parce que c'est pas très joli à l'oreille. Et quand on regarde Ebo, bah, Ebo, ça s'accorde pas bien avec eux, tout simplement. Donc, même si en s'inspirant des combinaisons qui existent déjà dans le langage, on les utilise pour faire de la programmation par contrainte, eh bien, on a quand même quelques petits problèmes. Donc, c'est pas suffisant. Il faut faire autre chose. Bon, ceci dit, on peut quand même résoudre des problèmes hein, en utilisant des n-grammes, et c'est ce que j'ai pu faire avec Jean-Charles Régent. Par exemple, ici, on avait un problème avec des phrases extrêmement particulières, extrêmement contraintes, avec beaucoup de règles, et je vous les présente rapidement pour vraiment vous donner une idée de quel type de problème on peut bien résoudre en programmation par contrainte quand on fait du texte. Par exemple, ici, on avait des phrases où, après le septième mot, il nous fallait absolument une virgule. Il y avait une succession de plein de règles au niveau des tailles. Donc la taille de la phrase faisait entre 82 et 84 caractères. Il y avait exactement 14 mots. On avait une règle aussi sur l'affichage où il y avait un ensemble. Pour le coup, c'était donc une manière de voir l'affichage, c'était juste de dire que ça devait être justifié à droite et à gauche sur 3 lignes, mais d'un point de vue programmation par contrainte, en fait, ça revenait à avoir 3 contraintes de somme pour chaque ligne, dans lesquelles chaque ligne devait faire entre 27 et 29 caractères. Et enfin, on voulait un vocabulaire simple, et ce vocabulaire simple, c'était celui des enfants. Et ça correspondait à peu près à 3 000 mots. Donc, en fait, on est très très loin, finalement, des 200 000 mots du vocabulaire qu'on peut trouver en anglais, par exemple. Donc, c'est des problèmes extrêmement contraints, avec plein de petites contraintes qui vont réduire notre combinatoire. Bon, une des motivations de ce travail, c'est que les phrases, vu qu'elles étaient très très rares, elles étaient très très chères. Maintenant qu'on a réussi à en générer, elles sont un peu moins chères, j'imagine. Mais voilà, ça c'était pour la petite histoire. Évidemment, quand on a un problème comme ça, on peut en faire un modèle en CSP, et on peut, à un moment donné, dans les contraintes de ce modèle-là, mettre une contrainte de n-grammes qui va donner des combinaisons, et on obtient des résultats en faisant ça. À la petite nuance près que, une fois que vous avez obtenu vos résultats, que vous avez votre espace de solution, et c'est ce que vous voyez à droite dans le tableau de résultats, vous avez quand même besoin de demander à un agent extérieur, donc au pire, c'est un humain, de trier les solutions, ou nous, ce qu'on avait fait, c'était de demander à un large language model de trier nos solutions pour nous, de trier notre espace de solution, et du coup de trier nos phrases. Et comme vous le voyez, on arrivait à trier les phrases avec, on va dire, pour les pires et les meilleurs, avec une bonne confiance, hein. Par exemple, vous avez ici, elle se pencha vers elle et lui donnait un grand coup de pied. Vous avez un score de perplexité de 6. C'est une mesure de surprise des modèles, de ces modèles-là. Et par contre, si vous comparez avec l'avant-dernière phrase, quand le bout de la salle est frappa dans ses mains, vous êtes à 242. Donc le modèle est très surpris. Et en fait, cette mesure de surprise, nous, on l'avait interprétée comme une mesure de qualité. Et donc, on avait réussi
à trier nos phrases. Bon, donc ça marche, mais comme vous le voyez, il y a quand même quelques limitations à, on va dire, procéder uniquement par une approche pure CP. Alors, ça m'amène à l'idée de se dire, bah, peut-être qu'on peut intégrer le LLM plus tôt dans la CP pour essayer de directement générer des choses qui sont bonnes et de pas, on va dire, se baser uniquement sur cette étape de je fais de la CP d'abord, puis après, j'appelle les large language models. Comment on peut faire pour faire les deux ensemble? Donc, pour pouvoir combiner les deux ensemble, ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir s'autoriser une petite liberté qui est la chose suivante. Dans le modèle, on ne va pas définir nos variables, pas définir nos domaines et pas définir nos contraintes, ou en tout cas pas au départ. On va partir d'un CSP qui est vide, et en contrepartie de ça, on va donner au solver des fonctions génératives qui vont lui permettre par contre à la volée de définir les variables, les domaines et les contraintes. Donc ça veut dire qu'à la place de partir d'un ensemble des possibles et que c'est le solver qui va un petit peu l'écrémer petit à petit pour converger les ensembles de solutions, là, c'est le solver qui dynamiquement, pendant la résolution du problème, construit cet ensemble des possibles pour aller vers les solutions. Donc qu'est-ce que ça donne en pratique? En pratique, par exemple, on peut se dire qu'on va générer les variables l'une après l'autre. Une fois qu'on a une variable qui est générée, en fait, on va pouvoir générer son domaine. Parce que cette variable n'a pas de domaine, il faut lui en donner un. Et c'est à ce moment-là qu'on va dire, hop, le LLM, est-ce que tu peux donner un domaine pour cette variable-là? Ensuite, on peut associer à cette variable et ce domaine les contraintes du problème. Et enfin, on peut de nouveau refaire de la programmation par contrainte classique, c'est-à-dire on appelle la propagation. Si jamais on a un domaine qui est épuisé, on peut backtracker. Et enfin, on peut vérifier si on a une solution ou pas à un instant T. Et tant qu'il n'y a pas de souci, on continue ce processus, j'allais dire, comme dans un solver classique. Donc, voici la situation à ce moment-là. On a l'ACP normale qui a un petit souci avec la taille des domaines en général pour ces tâches-là, qui gère très bien les contraintes structurelles, donc ce que je vous parlais tout à l'heure, contraintes de taille, contraintes de caractère, appartenance ou pas de mots dans la production. On a un petit souci pour capturer le sens en programmation par contrainte, c'est quelque chose qui est mal posé, donc c'est difficile de définir une contrainte pour attraper cette notion un peu subjective. Et en satisfaction de contrainte, bon bah ça on va dire c'est gratuit, c'est donné par le paradigme. Avec la GNCP, donc la petite flexibilité, maintenant on n'a plus de problème de domaine parce qu'on peut les définir à la volée. Mais on a toujours un problème de sens. Et ce problème de sens, en fait, on va le régler en faisant appel au LLM. Euh, donc ça, c'est ce qui nous donne à la fin la situation suivante où si on combine ça avec le LLM, et bien du coup, on n'a plus de problème de domaine et on n'a plus de problème de sens. Donc, dans la modélisation, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bon, bah, du coup, une variable, c'est toujours un mot. Euh, On va commencer potentiellement avec la première variable qui est assignée à un mot en particulier. Donc ça peut être le, là, quelque chose. Ça, c'est juste parce que ça permet au LLM d'avoir un point de départ, on va dire. Et ensuite, on va pouvoir demander au LLM de nous générer à chaque fois K valeur dans notre domaine. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, c'est que si j'ai un ensemble de variables qui est affecté, et bien du coup, cet ensemble de variables, je peux le voir comme en fait une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, en fait, on peut l'utiliser comme un prompt, et ce prompt, il peut être donné au LLM. À partir de là, le LLM, il va nous prédire un grand vecteur, et ce grand vecteur, il contient des tokens. Donc, comme je vous le disais, les tokens, ça peut être tantôt des caractères, tantôt des syllabes, tantôt des mots entiers. Ça dépend des représentations internes du LLM. Et on va pouvoir filtrer évidemment ce grand vecteur. Et une fois qu'on a récupéré tous les tokens qui nous intéressent, eh bien, on a une liste triée de tokens par rapport à la probabilité que on peut voir comme un domaine d'une variable en programmation par contrainte. Donc, pour vous faire un petit exemple joué et mettre vraiment une image sur les idées, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que au départ, je pars de mon CSP où j'ai une seule variable et une seule valeur dans mon domaine, 2. Et je me dis, OK, le solver, il va faire, OK, génère-moi une variable. Ensuite, il va générer un domaine. Et là, le LLM va répondre quatre valeurs dans lesquelles on va trouver boy, man, fridge et ship. On peut brancher sur la première valeur de ce domaine-là, de boy. Ensuite, on enchaîne une nouvelle variable. Quand on instancie la nouvelle variable, enfin, quand on génère la nouvelle variable, on va devoir lui générer un domaine. On demande au LLM, il nous donne un domaine.
On a de nouveau quatre valeurs. On peut brancher sur la première variable, sur la première valeur, pardon. Et enfin, on arrive à x4 où on obtient un domaine de is, date et 10. Et en fait, on voulait par exemple ici une phrase qui fait quatre mots. Alors du coup, ce qu'on peut faire, c'est regarder si pour la cinquième variable, dans le domaine de la cinquième variable, est-ce qu'on a un point? Parce que ça veut dire que le LLM veut finir, on va dire. Pense que c'est une bonne fin de phrase. Il se trouve que non. The Boy and 2, il n'y a pas de point. Pour is non plus, date non plus, and 10 non plus. Donc, ça veut dire qu'en fait, aucune des valeurs dans le domaine est bonne. Et on a épuisé toutes les valeurs du domaine. Bah, vu qu'on est en CP, on backtrack, on revient à la valeur, à la variable précédente, et on peut brancher sur une nouvelle valeur de ce domaine-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut régénérer une variable x4, redemander un domaine, et cette fois, on obtient the boy is happy, et bah, on est très content parce que là, cette fois, pour x5, il y a un point qui est prédit dans une position suffisamment haute dans le vecteur, et du coup, on considère que c'est une fin de phrase admissible. Donc, voici un petit peu comment cette idée-là on va dire, se réifie, j'ai envie de dire, dans la résolution. Alors, pour comparer cette approche avec l'existant, c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment il n'y avait pas vraiment d'approche qui backtrackait avec les LLM. Donc là, ce qu'on s'est dit, c'était que quelque chose qui semblait raisonnable, c'était de se comparer avec une approche qui est quand même assez commune en traitement automatique des langues pour faire de la génération, qui est la beam search. Donc, Donc nous, on connaît bien cet algorithme-là en optimisation, mais eux, ils l'ont un peu adapté pour faire de la génération de texte sous contrainte. Donc vous savez, c'était cet algorithme où on va ouvrir un nombre de candidats de manière gloutonne. On va ouvrir des candidats et on va tout le temps conserver un certain nombre de candidats en largeur jusqu'à l'obtention d'une solution. Alors nous, on l'avait comparé à l'époque sur deux manières. On avait comparé simplement sur donc, le temps qu'il nous fallait pour trouver le même nombre de solutions et combien de solutions on aurait obtenu si on leur laissait le même temps. Parce qu'à l'époque, on était vraiment très intéressé par cette idée de on veut obtenir des solutions qui respectent les contraintes qu'on s'était posées. Alors, de manière générale, bah, ce qui est bien quand on fait une approche avec la CP, c'est que nous, on a toujours 100% de satisfaction de contrainte. Ça veut dire qu'on n'obtient jamais, j'allais dire, de solution qui ne respecte pas les contraintes qu'on s'était posées. Là où, bah, par exemple, la Beam Search, vu qu'elle est gloutonne, en fait, à la fin, elle va conserver des candidats, mais ces candidats, d'une certaine manière, elle va pas forcément les conserver par rapport aux contraintes, mais uniquement à cause des probabilités. Et de ce fait, en fait, la beam search répond souvent des choses qui ne respectent pas les contraintes, ce qu'on a appelé des wrong outputs. Et selon les cas, en fait, la beam search, elle va avoir une bonne satisfaction de contrainte ou parfois non. En fait, en réalité, je vais vous le dire tout de suite, en fait, ça dépend de la tâche que vous considérez. En fait, la beam search, elle fonctionne très très bien quand vous faites des contraintes qui sont dites lexicales. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle avait été elle avait été un peu designée dans ces domaines-là, c'est-à-dire vous voulez vous assurer que vous avez un keyword à une certaine position. Mais par contre, quand vous demandez à une beam search de gérer par exemple une contrainte de taille, et bien là, tout de suite, ça marche beaucoup moins. Donc ici, je vous ai mis les quatre tâches qu'on a utilisées pour évaluer l'approche. La première, c'est juste une tâche qui dit qu'on va avoir une phrase qui fait 82 caractères. Ensuite, on avait eu la deuxième tâche qui disait qu'on voulait une phrase de 10 mots qui contenait trois keywords à des positions bien déterminées, donc pour le troisième mot, pour le septième mot et pour le dixième mot. Ensuite, on avait une troisième tâche qui était, on voulait une phrase qui avait plus de 20 mots, mais par contre, chacun des mots qui la constituait était inférieur ou égal à 6. Et enfin, une dernière tâche qui était, on voulait trois mots, trois keywords, mais les positions étaient libres. Ces tâches-là, elles viennent d'un article de Yao et al. Qui s'appelle Colis, dans lesquels, en fait, dans cet article-là, en fait, ils ont pris une photo, en fait, presque à un instant T, des capacités de satisfaction de contraintes des LLM. Et c'est pour ça qu'ils ont proposé ces tâches. Et en particulier, là, je vous parle des tâches de génération de phrases sous contrainte. Donc, on peut reproduire un petit peu les résultats assez facilement de cet article-là. Vous prenez des LLM et vous les évaluez sur les queries. Et vous regardez simplement, OK, bah, sur la query 1, sur 10 essais, combien il y a d'essais où le LLM répond quelque chose qui est correct, combien de fois le LLM répond quelque chose qui n'est pas correct. Et en fait, ce qui est très direct, c'est que
Pour des tâches où il y a des keywords de manière libre, les LLM s'en sortent à peu près. Mais dès que, en fait, vous avez une contrainte qui ressemble un petit peu vraiment à une contrainte d'optimisation, donc par exemple une contrainte de somme, en fait, qui est une contrainte de knapsack, qui est NP weak, eh bien, tout de suite, en fait, vous avez, donc nous, on avait fait 10 essais, vous avez 10% de satisfaction, et eux, dans l'article, ils sont montés à beaucoup plus d'essais, et en fait, ils ont 1% de satisfaction de contrainte. Ça veut dire que, en fait, c'est jamais vérifié. Donc, on avait utilisé GNCP pour générer ces tâches-là, et ça s'était bien passé. Et ici, je vous donne des exemples un petit peu de concrètement ce que ça donne, on va dire, d'utiliser une approche par programmation par contrainte pour générer des phrases avec des LLM. Et donc, vous avez des choses par exemple, donc, dans le style des tâches un peu inspirées. Donc, par exemple, ici, vous avez 10 mots et entre 72 et 74 caractères. Vous avez, par exemple, The following article was originally published in Business Review North. Donc, comme vous le voyez, c'est pas une phrase extrêmement intéressante, mais au moins, elle respecte les contraintes qu'on a posées au départ. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est évidemment quand on est un peu plus créatif dans les contraintes et qu'on peut s'inspirer, par exemple, de choses qui avaient été faites dans la littérature un peu expérimentale ou l'IPO, vous savez, La disparition de Georges Perec, où cette fois, vous allez, par exemple, interdire par exemple, des lettres très fréquentes dans la langue, donc par exemple E, A et T, et on peut assez facilement engendrer des phrases comme I work in my own shop in my own building. Donc ça, c'est pas par rapport au bench que vous avez présenté tout à l'heure, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'arriver à construire un petit peu des artefacts, oui, des artefacts textuels comme ça qu'on trouve un peu nulle part ailleurs, quoi. Voilà. Donc, pour revenir aux queries, qu'est-ce que ça donne quand on s'intéresse aux queries? Eh bien, quand on donne les queries, nous, on trouve des solutions et on est capable de garantir que ce sont des solutions. En particulier, pour la query 1, qui était une phrase 82 caractères, voici le genre de résultat qu'on a. The following list is of all the posts in this blog that have to do with ebooks. Et en fait, là, vous allez voir que toutes les autres phrases, c'est un peu les mêmes. The following list is all the posts in this blog that have to do with eating, etc., etc. Pourquoi? Eh bien, parce que vu qu'on on fait de la CP, bah, on descend dans l'arbre de recherche. On descend dans l'arbre de recherche, on arrive au dernier, et une fois qu'on a trouvé une solution, bah, du coup, on va à la prochaine valeur du domaine, et on va à la prochaine valeur du domaine. Mais du coup, on est tout le temps en train de presque de faire la même phrase. Et ça, c'est un peu embêtant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça? Eh bien, ce qu'on peut faire, c'est de se dire, mais en CP, on a inventé des restarts. Alors du coup, nous en CP, quand on pense au restart, on se dit, bah oui, c'est pour aller explorer une autre partie de l'arbre de recherche parce qu'on n'arrive pas à avoir de la visibilité. Mais ici, le restart, ça peut être utilisé pour avoir de la variation dans nos solutions. Et par exemple, si je reprends le premier cas où j'avais The following list is all of the posts in this blog that have to do with ebooks, je fais un restart, deuxième variable, et là, cette fois, je branche sur une nouvelle valeur pardon, 1, 2, 3, je branche dans une nouvelle variable, dans une nouvelle valeur dans le domaine de la variable x2, et cette fois, je vais brancher sur The newest, et hop, The newest addition to the family of the world most popular and versatile Dart. Nouvelle phrase qui n'a rien à voir avec la précédente. Et encore une fois, pour la phrase d'après, The first time you see a picture of yourself. Donc, vraiment des phrases très différentes. Et il y a plein d'idées comme ça en CP que nous, on utilise pour la résolution de problèmes d'optimisation combinatoire qui s'alignent très bien, en fait, avec, alors pour des objectifs un peu différents, mais avec justement cette tâche de génération de texte sous contrainte. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu une ambiguïté dans tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent, parce que je vous ai dit souvent, oui, une variable est un mot, une variable est un mot, une variable est un mot. En fait, si on reprend la phrase d'avant, je vous ai mis en dessous on va dire l'état de l'affectation des variables. Et en fait, comme vous le voyez, en fait, la plupart du temps, une variable est un mot. C'est-à-dire qu'ici, x1, the, c'est bien un mot, the following, c'est bien un mot. Mais parfois, comme je vous le disais, le mot, en fait, ebooks, en fait, pour un LLM, c'est pas ebooks. Pour un LLM, le mot ebook, c'est E, puis suivi de book, puis suivi de S. Et donc ça veut dire qu'en fait, dans la modélisation, vous devez accepter l'idée que vous allez avoir des métavariables, que quand vous allez et en fait, vous ne générez pas des variables, mais des métavariables, et que ces métavariables peuvent attraper plusieurs contraintes de décision. Ces contraintes de décision elles-mêmes vont recevoir plusieurs prédictions du LLM, et c'est que une fois que vous avez la certitude que vous avez un mot, que vous pouvez fermer votre métavariable et le passer à la métavariable d'après. Alors, ce que ça permet de faire, c'est que ça permet de générer plus de choses, parce que du coup, ça libère la capacité d'expression des LLM. Par contre, le problème que vous avez, c'est que du coup, c'est plus difficile parfois d'avoir un mot.
Parce que maintenant, pour trouver un mot, vous avez deux points de choix, par exemple, ou trois points de choix. Parce que vous allez faire la première partie du mot, la deuxième partie du mot, et quand vous arrivez à la troisième partie du mot pour finir le mot, bah, en fait, vous vous rendez compte, ah, je respecte plus les contraintes. Donc, il faut que je revienne en arrière. Donc, ça fait un phénomène de trashing où vous essayez de construire des mots en vous basant sur les prédictions du LLM, mais en fait, vous n'arrivez jamais à finir le mot. Donc ça, des fois, il faut se méfier. Ça fait des choses un peu curieuses comme ça. Donc, en tout cas, le truc qui est important, c'est que on a à peu près trois situations. Si vous niez totalement les tokens, ça se passe très très mal, hein. Vous ne trouvez quasiment pas de solution. En fait, vous bridez totalement la capacité d'expression des LLM. Et du coup, par exemple, pour la première tâche que vous avez présentée, eh bien, vous n'obtenez que deux solutions en 20 minutes. Si par contre, vous prenez en compte les tokens dans la modélisation avec les métavariables, mais que du coup, vous avez ce phénomène où vous ouvrez une variable et vous essayez de construire le mot avec les prédictions, bah là, vous avez beaucoup plus de solutions. Par exemple, on peut avoir 28 solutions en une dizaine de minutes avec la même chose. Mais vous allez avoir tout le temps les mêmes solutions. Et du coup, le compromis un peu, c'est d'essayer de faire un peu des restarts. Donc là, il y a un côté un peu heuristique. Et avec ça, vous avez 5 solutions en 10 minutes, mais elles sont toutes bien différentes. Donc voilà, selon ce que vous cherchez, on peut toujours s'arranger. Alors, ces résultats-là, ils se généralisent bien, hein, parce que là, c'était des tâches, tout ce que je vous présentais, c'était que des tâches sur les phrases. En fait, on arrive à produire des paragraphes aussi, et, euh, et à continuer, en fait, voilà, à suivre, en fait, à la place de voir le modèle comme étant juste pour une phrase, on peut générer une succession de phrases, et les choses se passent très bien. Voilà, et là, j'attire votre attention, regardez, unattractive. Unattractive, c'est finalement quatre tokens, quatre tokens. Donc, par exemple, si jamais vous ne prenez pas en compte le fait que ça travaille avec des tokens, eh bien, vous êtes incapable, en fait, d'une certaine manière, de générer un attractive. Mais du coup, ça veut dire effectivement qu'il a fallu générer un, 2, 3 et 4 domaines, en fait, 4 sous-domaines pour pouvoir créer le mot unattractive. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé jusqu'à maintenant, mais si vous faites attention dans l'article, en tout cas d'origine, vous verrez qu'on a utilisé Yama Q4 7B. Alors, ce modèle-là, c'était un des premiers modèles de Yama. Donc 7B, ça veut dire 7 milliards de paramètres. Donc ça veut dire que c'est un tout petit modèle de Yama. Q4, ça veut dire qu'on l'a envoyé, c'est un modèle qui a été compressé. D'habitude, les poids des réseaux de neurones, ils sont sur des floats de 32 bits. Et ici, on a envoyé les floats sur des entiers 4 bits. Ça comprime énormément la taille du modèle et ça en fait un modèle tout petit. Donc par exemple, Yama Q4, 7 milliards de paramètres, vous pouvez le faire tourner sur un ordinateur avec 2 gigas de RAM. Donc ça, le problème de ça, c'est que du coup, vous allez, la compression, vous la payez par une perte de qualité. Et donc, toutes les phrases que je vous ai montrées jusqu'à présent, c'est des phrases qui sont bonnes, mais elles sont un peu bizarres. Elles sont un peu, elles sont pas d'une qualité exceptionnelle. Et en fait, on peut se demander, ouais, mais est-ce que ça marche si je prends un modèle de taille plus grande? Donc, on a utilisé un modèle de taille plus grande là récemment, donc un Babbage 2. Donc ça, c'est un gros modèle, hein. Il y a au moins 40 milliards de paramètres. Après, OpenAI est un peu chiche sur les informations qu'il donne, donc je ne sais pas exactement la taille du modèle. Mais en tout cas, vous avez une qualité de phrase là tout de suite. Si vous avez un peu de puissance de calcul, la qualité de phrase, elle pète le plafond. Et donc l'exemple que je vous donne ici, c'est voilà, on obtient le guerrier se tenait en silence, immobile pour un long moment, son corps rigide et décharné. C'est beau, franchement. Et ça, et en plus on respecte voilà une contrainte ici de caractère de query. Donc voilà, je vois que je dépasse un peu, j'ai encore deux, trois slides et je termine. Évidemment, ça marche aussi pour la génération de paragraphes avec des keywords, donc un peu inspirés, c'est les tâches un peu d'après dans l'article, où cette fois on va se dire que on va vouloir imposer le keyword dragon, kingdoms, barbarians. Bon, il y a un petit côté Heroic Fantasy, c'était pour le plaisir, là, pour la présentation. Comme vous le voyez, on a le premier mot de la première phrase qui est Dragons, le deuxième mot de la deuxième phrase qui est Kingdom et le troisième mot de la troisième phrase qui est Barbarian. Et on a quelque chose vraiment voilà, qui marche bien avec des contraintes qui sont respectées. Pour conclure. Donc, l'approche que je vous ai présentée ici, c'est une approche qui permet d'utiliser des LLM pour générer des domaines, pour générer les domaines des CSP. Ce que ça permet de faire assez directement, c'est que du coup, on peut avoir une belle combinaison de gérer des contraintes qu'on pourrait appeler structurelles, hein, le format, des choses comme ça, le nombre de caractères, et des contraintes un peu plus sémantiques, choses qu'on a un peu du mal à faire en CP. Du coup, on se retrouve un peu dans une situation où on arrive à profiter un peu des forces des deux approches, là où, indépendamment, ces approches-là, elles n'auraient pas forcément réussi à le faire. Ensuite, d'un point de vue un peu plus général, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on montre
dans le cas de la génération de texte sous contrainte, que l'ACP, elle peut agir un peu comme un garde-fou et elle peut fournir des garanties en termes de satisfaction de contraintes et empêcher le fait d'obtenir de mauvaises solutions. Et enfin, c'est vrai que je ne suis pas trop rentré dans le détail dans la présentation, mais ça, vous pourrez le voir un peu mieux dans l'article. Eh bien, en fait, c'est une méthode qui est compétitive avec ce qu'on trouve dans l'état de l'art en traitement automatique du langage, et en particulier une technique qui est vraiment très standard, qui est la Beam Search. Voilà, je vous remercie de votre attention.